Bonsoir à tous et à toutes. Alors nous avons bouleversé notre programme avec les annonces, les mesures restrictives qui ont été mises en place. On ne peut pas se balader dans toute la Guadeloupe pour aller vous présenter d'autres entreprises et d'autres secteurs d'activité. Donc nous avons décidé d'avancer l'émission et de la mettre ce soir de manière à ce que nous puissions parler de la crise, de sa gestion et des choses qui vont être mises en place. Et surtout, c'est très difficile pour les entrepreneurs en ce moment puisque c'est un coût supplémentaire pour eux, cette fermeture à 19h, et c'est assez problématique. Donc avec nous ce soir, nous avons en plateau la région qui est représentée par monsieur Jean-Claude Nelson. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et puis bonsoir à l'ensemble des personnes du plateau. Alors monsieur Jocelyn Sapoti, qui est président de l'association des maires de Guadeloupe, qui pourra aussi nous aiguiller et répondre à quelques questions. Bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe, aux téléspectateurs et bien sûr aux invités et aussi à notre animatrice. Merci. Alors monsieur Biram, bonsoir. Vous êtes le syndicat des enseignants de Guadeloupe, donc merci d'être là ce soir. Tout à fait, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Canal 10, bonsoir aux auditrices de Canal 10 et bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors, et une nouvelle arrivante, Madame Dominique Lapin, bonsoir, vous êtes syndicat infirmier libéral et vous allez nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre corps de métier. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors, on va commencer avec vous peut-être, comme ça ça va aller. Vous voulez qu'on commence par les enseignants? On peut commencer avec vous? Comme vous voulez. Comme je veux. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation sur votre corps de métier? Comment ça s'est passé pendant cette année? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Au début, en mars 2020, ça a été très difficile parce qu'on n'avait pas de matériel, de trouver du matériel. Très difficile parce que personne ne savait ce qu'était cette pathologie, ce qu'était la Covid-19 et on a dû trouver du matériel dans un premier temps. Matériel, des gants, des surblouses, des masques. Et c'était la pénurie. Donc il y a eu un grand travail de soutien, de solidarité entre collègues, avec les entrepreneurs qui nous ont bien aidés, avec l'Ordre des infirmiers, l'URPS des infirmiers et l'ARS qui au bout d'un certain temps et pendant un certain temps nous a fourni des masques. Mais tout le reste, gants, surblouses, c'était à la charge du soignant. D'accord. Aujourd'hui, comment ça se passe pour ce fameux matériel? Comment ça se passe pour vous? Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver du matériel, mais il a un coût. Les boîtes de gants qui étaient à 4-5 euros, on peut en trouver à 30 euros actuellement. Donc pour le soignant, c'est vrai que ça fait une surcharge financière énorme en fait, un budget financier énorme. D'accord. Alors ça, c'est la première question que je vais vous poser, Monsieur Sapoti. Est-ce qu'au niveau des collectivités, est-ce qu'au niveau des mairies, vous savez si une aide a été mise en place pour le personnel soignant, par exemple, pour les aider à avoir le matériel? Je sais que pendant un moment, il y a eu des distributions, que ce soit la région, le département, les mairies, tout le monde a essayé d'aider notre corps médical. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, non, pour vous dire vrai, il n'y a pas eu d'action en direct des soignants. En direct, des actions directes envers, bien sûr, les administrés. Oui, il y a eu plusieurs actions. Dans un premier temps, quand on s'est trouvé dans cette situation de pandémie, de crise, Covid-19, on était tous un peu perdus. Donc les premiers secours, je vous le dis très sincèrement, moi-même je me suis trouvé sur le terrain, étaient des secours pour des familles totalement démunies à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de masque, on ne pouvait pas se protéger. Donc les familles avaient une suspicion, effectivement, ne savaient pas comment déjà sortir, aller s'acheter même à manger. Donc certains maires, certains CCAS et moi personnellement, je suis allé faire des courses pour des familles
emmener à manger, ne pas rentrer à la maison, déposer devant le parvis de la maison. Oui, on se souvient de cet épisode. Parce que personne ne connaissait effectivement les risques, on connaissait très mal la Covid-19, mais on avait plutôt des actions, on a eu des actions en direct envers les administrés, envers la population, mais régulièrement avec le personnel soignant, non. La région pourra vous en parler, ça c'est autre chose, plus envers les hôpitaux, les actions comme ça ont été mises en place, mais pas les municipalités. Et au niveau de la région, justement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Vous avez commandé les masques au plus rapide. Vous avez essayé de faire des commandes groupées pour faire baisser le coût. Est-ce que là, par rapport au matériel, pour les gens qui sont en profession libérale, il y a possibilité pour vous de faire baisser le poids du matériel, par exemple, pour eux? Alors comme nos deux amis l'ont si bien dit, lorsque la Covid est arrivée en Guadeloupe, et même dans le monde, parce que c'est une pandémie, tout le monde était désemparé. Et même au niveau de la France métropolitaine, la France était démunie en matériel. Je rappelle que pour trouver des masques en métropole, c'était très difficile, et même le gouvernement disait à l'époque, pour pouvoir justifier qu'il n'y ait pas de masque, que le masque n'était même pas nécessaire, même pas obligatoire. Mais voilà. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec un avis médical avisé, mais qu'il fallait que nous puissions nous protéger avec les masques. Et ça a été, je dirais, un peu la course pour pouvoir trouver des masques, acheter des masques. Certaines collectivités, notamment les collectivités majeures, ont voulu se procurer de masques pour pouvoir aider la population, mais aider aussi le personnel soignant, puisque nous savons que ce personnel était directement en contact des gens qui pouvaient éventuellement avoir cette maladie-là. Je rappelle aussi qu'à l'époque, l'État français réquisitionnait les commandes de masques qui venaient de d'autres pays. Bien. Et nos régions, nous avons eu cette chance de pouvoir travailler avec une région de France pour pouvoir regrouper nos commandes, faire des commandes. Avec Valérie Pécresse. Voilà. Et nous avons pu faire venir des masques. Et puis nous avons distribué ces masques, notamment au niveau de l'hôpital, nous l'avons distribué au niveau aussi des infirmiers libéraux, nous l'avons fait aussi dans les communes avec les CCAS pour les aider un petit peu. Donc on faisait un petit peu un peu de débrouillardisme, puisque le problème qui se passait, il y avait un tellement grand besoin de masques que finalement ce qu'on avait ne suffisait pas à pouvoir étancher la demande qui se passait sur le terrain. Et puis, le président Charles a tout de suite compris l'intérêt de pouvoir éventuellement, comme il se faisait l'écho en métropole, de pouvoir mettre en place une structure qui pouvait, ici en Guadeloupe, pouvoir fabriquer les masques. Et donc, pour le reste du matériel, pour tout ce qui est gants, par exemple, est-ce que vous pouvez peser quand... Alors, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons voulu, premièrement, répondre, en répondant aux besoins du masque, nous répondions aux besoins du personnel soignant, mais aussi à la population. Parce qu'il n'y avait pas que le personnel soignant qui avait besoin de masques, mais la population aussi. Maintenant, aujourd'hui, on est revenu à un fonctionnement, je dirais, beaucoup plus normal. Et il s'agit éventuellement pour ce personnel soignant de pouvoir trouver dans le circuit habituel leur outil de travail. Mais on peut toujours envisager de regrouper des commandes, faire en sorte que la commande se fasse. Mais ce n'est pas vraiment le rôle d'une région de pouvoir commander des choses. Non, pas commander, mais discuter pour faire des commandes groupées, pour faire baisser le prix. J'y arrive. Merci. Donc, il s'agira pour les professionnels, pour ceux qui ont véritablement, qui sont dans la situation, de pouvoir éventuellement regrouper leurs commandes, et nous, régions, éventuellement, nous pourrions, si c'est une commande importante, venir sur l'aide aux frais, sur l'aide au transport, pour pouvoir faire baisser ces coûts. Il s'agirait pour le personnel médical, le personnel spécialisé, de pouvoir le faire, et nous pourrions porter notre aide de cette façon-là. D'accord. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, vous, dans votre profession, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très demandé. Mais bien sûr. Chaque patient, chaque passage, on doit utiliser une paire de gants. Une boîte de 100 gants nous fait 2 jours, donc c'est énorme. Un budget de 20-25 € tous les 2 jours pour des gants. En plus du reste, ça serait une bonne aide. Oui, merci. Alors, au niveau du gouvernement, ils avaient parlé d'une histoire d'augmentation. Est-ce que c'est passé à la trappe ou pas? Est-ce que vous avez des nouvelles sur ça?
Augmentation de la rémunération. Oui, ou bien une prime pour les infirmiers. Au Comment niveau ça s'est des passé? infirmiers libéraux, on n'a pas le droit de prime de l'État. On n'a aucune prime de l'État. D'accord. Il y a eu des aides, mais comment vous expliquer? Il y a eu deux aides, deux formes d'aide. Il y a eu l'aide qui provenait de notre caisse de retraite, en fait. C'était une aide de 500 € par soignant, pour tout soignant qui en faisait la demande et qui était à jour de ses cotisations. Donc ça s'appelle pas une aide. D'accord. Voilà. Ok. On piochait en fait dans notre caisse de retraite. Voilà. D'accord. Et le deuxième geste qui avait été fait, c'était de la part de la CGSS, c'était une aide à la perte d'activité. Donc le soignant faisait une demande à la CGSS d'avance de fonds en fonction de son chiffre d'affaires de l'année 2019. Là, fin 2020, la CGSS est en train de contrôler toutes les demandes qui ont été faites. Et si le chiffre est inférieur, 2020 est inférieur à 2019, ils ont versé une partie de l'aide. En 2020, ils verseront le reste de l'aide auquel le soignant avait droit. Mais si le chiffre de 2019 de 2020 est supérieur à celui de 2019, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de perte d'activité, le soignant sera amené à rembourser l'avance. Donc en fait, directement. Donc en fait, on n'a pas eu d'aide et vous êtes pénalisé au final puisque votre matériel vous coûte plus cher. Voilà. D'accord. Quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez actuellement ou que vous avez rencontrées dans le suivi de cette gestion, de cette crise? On a eu des difficultés au niveau... Enfin, ce sont des difficultés, mais c'est surtout une surcharge de travail qui a été très importante. D'accord. Donc, les patients restaient beaucoup moins longtemps en milieu hospitalier. Ils rentraient au domicile. Ça nous a augmenté notre charge de travail de ce côté-là. Les patients, les interventions, certains rendez-vous étaient reportés, donc il fallait continuer à prendre en charge nos patients chroniques. Et si toutefois ils se dégradaient, on était amené à devoir gérer au domicile des situations qui étaient difficiles, puisque les médecins n'étaient pas disponibles. Les médecins traitants faisaient pour certains de la télésurveillance, d'autres non. Donc en libéral, on a eu à gérer en fait des pathologies graves qui pouvaient se dégrader et devoir le gérer pas seul, mais avec difficulté pour trouver de l'aide. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'infirmières libérales en Guadeloupe? Est-ce que vous savez ou pas? Ou est-ce que c'est un métier qu'il faudrait développer dans notre département? Non, on est en surcharge, on est en surnombre. Donc il y a environ 1400 infirmiers conventionnés et à peu près tout autant d'infirmiers libéraux remplaçants. Donc il y a du travail, il y a du travail pour tout le monde. Donc pendant cette crise, on a quand même eu la possibilité, du fait de l'accroissement de notre charge de travail, de pouvoir travailler en même temps que les remplaçants. Parce qu'autrement, un infirmier libéral, quand il prend un remplaçant, ne peut pas travailler en même temps que le remplaçant. Donc ça a été une des choses positives qui a été mise en place pour nous. Et voilà, on a eu des difficultés. Je ne vais pas employer le terme de difficulté. On a été face à des situations de crise psychologique, puisqu'en fait tout le monde avait peur. On était les seuls dans la rue, donc est-ce que c'était nous qui pouvions amener la maladie au foyer du patient, mais en plus de ça dans notre propre famille. Donc tout ça a été très difficile à gérer, celle-là encore. Celle-là encore. Oui. Tout à l'heure, vous me parliez des familles qu'elles ne se protègent pas assez lorsqu'elles vont voir vos patients. Oui, alors pour certains, on a des patients qui ne mettent pas de masque quand on vient chez eux. Ils estiment qu'ils sont chez eux, donc la maladie n'est pas là. Effectivement, c'est vrai qu'à la maison, on n'a pas tendance à... Et je crois que tout le monde n'a pas compris que si moi je porte le masque, je te protège toi, mais en retour, ce serait bien de nous protéger nous, de manière à ce qu'on puisse continuer les soins, de manière à ce qu'on puisse continuer à aller chez les uns et les autres. Donc c'était très important. Et c'est vrai que les familles des patients ne mettent pas non plus de masque. Elles arrivent de voyage, elles arrivent de contrées étrangères. Elles rentrent dans la famille, mais elles ne portent pas le masque au sein de la famille. Et ça, c'est vraiment préjudiciable, en fait. Puisque ça a tendance à, comme on a pu le voir après certaines vacances,
À faire grimper les chiffres. Voilà, à augmenter les chiffres. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un point que vous voulez traiter? Profitez-en pendant que peut-être ce soir. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, juste une question que je voudrais vous poser, parce que ça revient souvent. Est-ce que le CHU demande des fois aux infirmiers libéraux de venir les aider? Et est-ce que c'est accepté ou pas forcément? Comment ça se passe? Donc, le CHU nous a sollicité, mais en fait, c'est difficile. Alors, on est infirmière libérale, on a une patientèle, on travaille en général... toute la journée, en plus, vous avez déjà des Donc, horaires. si on est amené à devoir intervenir, nous avons une convention, hein, nous sommes pas salariés, donc nous avons une convention, c'est la CGSS qui nous rémunère. Si nous devions nous rendre dans une structure, on serait amené à changer de statut, on serait plus libéral, on serait salarié. Si on fait 2-3 jours, si on fait des vacations de 2-3 jours, c'est pas intéressant de changer de statut, de refaire toutes ces démarches administratives. Mais ensuite, on ne pourrait pas retourner auprès de notre patientèle parce qu'on serait amené on devra garder notre septaine de quarantaine, en fait, d'isolement. D'accord. Et on serait en perte de chiffres. Donc l'infirmier libéral a des difficultés à pouvoir rendre ses services. D'accord, merci pour cette information. Monsieur Biram, je me tourne vers vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? On entend beaucoup parler, on a vu que les lycées, les collèges ont été fermés, donc 1 jour sur 2. Alors, avant que vous commenciez à parler, je vais rappeler que depuis les années 1980, l'État a engagé une opération de décentralisation des compétences qui renforce le poids des collectivités territoriales. Donc la commune, le département et la région participent au fonctionnement de l'éducation nationale. Donc la responsabilité est partagée. Donc la commune, elle a à charge des écoles publiques établies sur son territoire. Elle est propriétaire des locaux et assure la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations. Elle gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et l'entretien des écoles. Elle peut organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au sein des établissements. Elle organise la restauration scolaire et dans les écoles maternelles et élémentaires, elle organise la restauration. C'est elle qui est en charge de cette opération. Au niveau du département, le département est en charge des collèges. À ce titre, il assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Il organise les activités éducatives, sportives et culturelles aussi dans les locaux. Et il est en charge aussi de la restauration scolaire. Et le conseil départemental assure le prix. C'est eux qui fixent le prix des repas et le fonds social des cantines pour aider les familles en cas de besoin. Pour la région, donc la région a à charge les lycées, les établissements spéciaux et les lycées professionnels maritimes. Donc à ce titre, elle assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et ainsi de suite, comme les communes et comme le département. Donc là, avec les modifications qui ont été faites, c'est surtout le département et la région qui est concerné parce que ce sont les écoles, les établissements qui sont à charge de ces 2 collectivités locales. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation par rapport à cette ouverture-fermeture et nous expliquer ce qui se passe? Tout à fait. Donc, alors, il y a donc quand même quelque chose que je vais rajouter, Sabine, c'est que ce soit le département, que ce soit la région ou que ce soit les communes, ce sont ces collectivités-là qui payent aussi et qui sont responsables des personnels non enseignants qui travaillent dans ces différents établissements. Donc les contractuels, c'est ça? Non. D'accord. Non, tout le personnel, notamment le personnel qui nettoie, qui balaye, etc. D'accord. Eh bien, ces personnels-là sont payés par les collectivités et en fait, c'est le maire qui est responsable au niveau donc, des écoles, donc des écoles maternelles et des écoles élémentaires, le département pour les collèges et la région pour les lycées professionnels, etc. Alors, de notre côté, il faut savoir aussi que l'école est vraiment au centre de cette pandémie. Parce qu'on a vu les dégâts qui se sont accumulés l'année dernière de par la fermeture des écoles. Donc aujourd'hui, que ce soit le gouvernement, que ce soit la rectification au niveau de la Guadeloupe, l'important pour eux, c'est de ne pas fermer les écoles. Alors qu'on sait très bien que dans les écoles, il y a quand même un certain nombre de contaminations qui se passent. Oui. Bon, nous, au niveau syndical, nous avons toujours dit
au niveau UNSA, l'idéal, c'est toujours que le maître soit en face des élèves. Oui. Mais avec cette pandémie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut comme on veut. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe maintenant, nous sommes tombés en demi-jauge. Demi-jauge, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que dans les différents établissements scolaires, il y ait en même temps la moitié de l'effectif total de cette structure. Par exemple, si on est en collège, eh bien, il y a différentes façons de faire. Mais en tout cas, il faudrait que tous les jours, si c'est un collège, mettons, où il y a 900 élèves, qu'il y a à peu près 450 élèves dans l'établissement. Et il y avait un certain nombre de scénarios qui étaient déjà envisagés parce que lorsque nous sommes rentrés en septembre, c'est vrai que la situation était beaucoup plus calme, mais on s'était quand même dit qu'on ne sait pas l'évolution de ce Covid-19, qu'un jour on pense quelque chose, le lendemain on pense autre chose. Les spécialistes nous disent des choses aujourd'hui, nous disent le contraire demain, etc., etc. Il y avait quand même donc un certain nombre de scénarios qui étaient prévus. Sauf qu'on a l'impression que malgré le fait que ces scénarios étaient prévus, eh bien, des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui reviennent comme l'année dernière. Si un certain nombre d'établissements ont pu anticiper et où les choses se passent plus ou moins bien, il y a bien d'autres établissements où les collègues nous font des remontées et on est obligé de mettre, je dirais, la main sur la tête. Alors, de même, je dirais même de plus, on a un gros problème de nettoyage dans les établissements. Notamment, on se retrouve avec des agents payés par les collectivités, ce sont des fonctionnaires municipaux, départementaux ou régionaux, qui ne peuvent pas travailler parce que ces collègues-là ont ce qu'on appelle des comorbidités. Ce qui veut dire qu'en principe, lorsque quelqu'un a des comorbidités, on doit faciliter le télétravail. Oui. Mais on n'ira pas nettoyer des salles en télétravail. Donc, ces personnes-là vont se retrouver en ASA, autorisation spéciale d'absence. Donc, ces personnes-là ne sont pas là. Et quand, dans un établissement, vous avez 10 agents qui devaient travailler, mais finalement, ils sont 6, vous imaginez bien que l'établissement n'est pas nettoyé convenablement. Je ne parle même pas d'établissement désinfecté. Parce qu'avec cette pandémie-là, je vois que lorsqu'on a repris au mois de mai, là, on faisait vraiment attention. Tous les jours, les établissements devaient être nettoyés et désinfectés. Aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre d'établissements qui ne sont même pas nettoyés. Où des collègues arrivent le matin, on constate vraiment que, effectivement, ça n'a pas été fait. La poubelle est remplie, etc. Et nous avons déjà alerté pour ça. On a déjà alerté. Bon, notre supérieur hiérarchique, c'est la rectrice, c'est elle. Et on lui dit, bon, de ne pas oublier de le dire aux collectivités. Ils sont là, c'est la question que je posais à M. Saboti. Donc alors maintenant, je ne sais pas si ça remonte convenablement, mais c'est vrai que c'est un véritable problème et où les collègues hésitent à y aller parce que on ne sait jamais, lorsque vous attrapez cette maladie, est-ce que vous aurez après un Covid léger, je vais l'appeler comme ça, un Covid dur, un Covid long, parce qu'il y a aussi le Covid long, et même des fois, il y a un certain nombre de collègues notamment qui travaillent dans les collectivités, qui travaillent avec nous, eh bien, il y a un certain nombre de collègues qui, pour le moment, eh bien, on a dû aller à leur enterrement. Donc, les choses sont quand même vraiment compliquées. C'est difficile. Alors, dans les écoles, je prends un exemple très clair. Ce matin, je ne vais pas faire la genèse de ce que nous remontons tous les jours. Ce matin, par exemple, à Saint-François, à l'école Christophe Couteau, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de savon. Il n'y avait pas de gel. Or, on sait très bien que l'une des premières, en fait, les premières mesures barrières, on a suffisamment dit, répété, que c'est ça. C'est vrai qu'entre l'année dernière et cette année, et ça, je remercie un certain nombre de collectivités, les collectivités ont fait des efforts, mais toutes les collectivités n'ont pas joué le jeu, je dirais, jusqu'au bout. Parce qu'on se rappelle que depuis tout le temps, on a toujours eu des problèmes d'eau, etc. Et maintenant, on a constaté à la rentrée de septembre, dans un certain nombre d'écoles, eh bien, il y avait des citernes qui étaient mises en place. Et je dirais que quelque part, il y a quand même eu du bon, parce que chaque année, on disait, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc maintenant, cela va un peu mieux de ce côté-là. Mais n'empêche que ça aurait dû être la même chose pour toutes les écoles. Pour tous les établissements. Et tous les établissements, etc. Alors, cette histoire aussi de demi-jauge, et je dirais aussi où il y a un moment donné, des fois les élèves sont en présentiel,
il y a un moment donné où les enfants sont en distanciel, pénalise d'abord les enfants modestes. Je m'explique. Il y a des fois où on fait cours via Internet, via Pronote, via Zoom, via un certain nombre de trucs comme ça. Et le professeur, lui, il est connecté dans son établissement. Déjà que ça ne marche pas bien dans tous les établissements. Mais il y a des enfants qui sont en zone blanche. Et il y a des enfants qui sont en zone blanche, donc qui ne peuvent rien voir de ce qui se passe. Et il y a aussi des enfants qui, des fois, ne sont pas en zone blanche, mais n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter le matériel qu'il faut. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que dès l'année dernière, on avait soulevé ce problème-là. On nous avait dit qu'il n'y aurait aucun problème, que les enfants, on leur aurait donné des tablettes, donc on aurait donné des clés 3G, etc., etc. Et on constate que ce n'est pas le cas. Par exemple, hier, eh bien, il y a des enfants qui m'ont envoyé des trucs. Monsieur, je ne peux pas me connecter parce que... Telle chose, je ne peux pas me connecter parce que... Donc, vous voyez bien que et comme à chaque fois, donc, les élèves qui sont dans un milieu social favorisé, ces élèves-là peuvent s'en sortir, je dirais, sans grand dégâts, mais on est en train d'accroître les écarts entre les élèves qui ont un certain nombre de possibilités et les élèves qui n'en ont pas. D'autant plus qu'il y a un certain nombre d'élèves qui, à la limite, en regardant le livre, en regardant le cahier, ils peuvent avoir une aide de la part des parents, parce que les parents sont enseignants, parce que les parents sont des cadres, parce qu'ils ont un grand frère ou une grande sœur qui veut donner un coup de main. Et ce sont les mêmes qui ont des ordinateurs et qui ne sont pas en zone blanche. Voilà. Et il y a d'autres qui, effectivement, donc le sentent passer, je dis des choses comme ça. Alors, Monsieur Sapoti, qu'est-ce que vous répondez sur les agents qui ont des comorbidités? Alors, effectivement, comme dit Monsieur Biram, nous l'avons même reçu l'année dernière. On en avait déjà parlé qu'il fallait que l'éducation nationale s'organise pour le cas où la crise continue. Est-ce que, en prévoyant, enfin, en organisant la crise à l'avance, on n'aurait pas pu déjà, vous, au terme de collectivité, comme vous avez différents locaux comme des gymnases, répartir les élèves différemment, de manière à ce qu'ils puissent venir en présentiel dans d'autres salles, quitte à délocaliser les élèves de l'établissement principal. Et pour les personnes qui ont des comorbidités, est-ce que vous n'auriez pas pu, au niveau des collectivités, faire des offres d'emploi, par exemple pour des jeunes qui ont perdu leur travail, puisque avec la crise, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois, de manière à ce que on puisse faire tourner, que ceux qui ne peuvent pas travailler ne viennent pas, et que ceux qui aient besoin de travailler puissent travailler au moins dans les établissements le temps de la crise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui parle ou pas? Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Expliquez-nous tout ça. C'est même assez loin de tout cela. D'accord, allez-y. Donc, vous avez deux parties que vous avez très bien expliquées. Vous avez effectivement la responsabilité, et Monsieur Biram, c'est bien ça? Oui. Monsieur Biram l'a bien expliqué aussi, une partie qui relève de la responsabilité des collectivités pour ce qui concerne les bâtiments et le personnel qui est en charge du nettoyage, le personnel qui est en charge des interclasses, qui est en charge de la cantine scolaire. Ensuite, il y a une relation entre nous et l'éducation nationale, particulièrement les maires. Mais cette relation est une relation, je dirais, de soutien par rapport aux principes qui sont mis en place et au cahier des charges et par rapport aux conventions, par rapport aux protocoles qui sont mis en place par l'éducation nationale. C'est un protocole national qui est mis en place par l'éducation nationale. Nous ne pouvons pas décider, nous, que nous allons mettre des classes dans des gymnases. Non, on ne peut pas faire ça. Il y a un protocole qui a été mis en place, effectivement, en fonction de chaque classe. Après, il s'agit pour nous de savoir si on a le personnel ou pas. Et effectivement, si on a un personnel qui peut ou pas répondre aux besoins en qualité et en quantité. Après, nulle part dans le protocole, il est dit qu'il faut sortir le personnel qui aurait des comorbidités. Non, il est prévu dans le protocole, effectivement, de sortir le personnel à partir du moment où on a un certain nombre d'alertes, où les choses sont très précises. À partir du moment où cette personne est cas contact, ou cette personne est autre chose, mais il n'est pas question de sortir les gens qui ont des comorbidités. Parce que sinon, je vous assure que vous ne trouveriez pas grand personne encore à travailler. Il aurait fallu en sortir beaucoup. Et puis, voilà. Et puis, le protocole ne le prévoit pas. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Par contre, effectivement, chez nous, il y a eu des CHSCT, ce qui est obligatoire. Donc, avec les syndicats de chez nous,
pour pouvoir organiser le travail et pour pouvoir tenir compte de la situation de chaque personnel en fonction des règles que nous avons discutées en CHSCT avec les organisations syndicales. Tous les maires l'ont fait. À la sortie du premier confinement, on a dit qu'on va reprendre les activités scolaires. Avant de reprendre les activités scolaires, on a tous réuni nos CHSCT où là, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, un protocole propre. En dehors du protocole de l'éducation nationale, qui consiste à gérer la relation entre nous et les enseignants, on a mis en place un protocole propre qui est le protocole pour notre personnel et respecter ce protocole-là. Donc, il était sûr que pour nous, un agent qui avait des comorbidités et qui pouvait le justifier par un certificat médical ou autre, nous prenions je pourrais vous dire, c'est le dispositif que nous mettions en place de façon à éloigner cet agent-là du risque. Oui, ça existe, mais ça a été très rare. Ça a été très rare. Donc, cet agent-là pouvait effectivement se trouver sur une activité éloignée des autres ou travailler en distanciel. Donc, on a mis ça en place aussi, mais c'était assez rare. Donc, voilà le principe qui a été mis en place. Et certaines écoles, pour revenir au soutien, puisque nous sommes sur l'école, au soutien qu'on a apporté effectivement au personnel soignant, certaines communes et certaines écoles ont pu mettre en place un dispositif pendant le confinement, spécialement pour les enfants des personnels soignants. À Lamentin, j'avais une école en tout cas, avec une classe dédiée uniquement aux enfants des personnels soignants pendant le confinement. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on a pu mettre en place, effectivement. Voilà. Ceci dit, M. Bigram l'a dit, il a tout à fait raison. Le Covid a accentué les écarts sociaux et l'inégalité entre les élèves. Eh bien, s'est accentué pendant le Covid du fait effectivement qu'il y a eu de l'enseignement en distanciel et beaucoup d'enfants soit ne pouvaient pas avoir le matériel ou encore étaient en zone blanche parce que aussi d'autres enfants ont pu avoir du soutien scolaire alors que d'autres ne pouvaient pas avoir ce soutien scolaire. Les inégalités sociales effectivement se sont agrandies mais aussi on a vu les difficultés en fonction des capacités des collectivités. Et il a raison. Il y a des collectivités qui ont pu suivre le rythme parce que ça avait un coût pour les collectivités. Tout de suite, il fallait commander des gels hydroalcooliques en quantité. Il fallait effectivement organiser les classes et pour cela avait un coût parce qu'il fallait faire du marquage. Enfin, il y a eu un coût. Et ce coût-là, il fallait s'équiper en masque, etc. Ce coût-là, il est toujours là. Et il est de plus en plus important. Et effectivement, les collectivités qui peuvent n'ont pas trop de difficultés pour le faire, mais il y a certaines collectivités qui ont vraiment du mal pour pouvoir tenir ce rythme-là. Et tout à l'heure, on va parler vraiment plus en profondeur sur cette histoire de coût public avec les entreprises, puisqu'il faut bien que vous trouviez l'argent quelque part. Donc, les gens payent leurs impôts et les entreprises payent aussi. Donc, tout à l'heure, on va revenir sur ce point. Monsieur Nelson, au niveau de ce qui a été mis en place, puisque c'est la préfecture, alors moi je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'aller regarder parce qu'il y a eu beaucoup d'informations à traiter là. Pour les écoles fermées, avec notre système de fermer un jour sur deux pour les classes, pour les enfants, c'est seulement en Guadeloupe ou c'est au niveau national? Il me semble que c'est chez nous. Alors, vous avez des mesures qui s'appliquent par territoire. Voilà. Et il y a des fois, il y a des mesures qui sont au niveau national. De toute façon, c'est le préfet de Guadeloupe qui a pris la décision concernant, je dirais, la mise en place d'un protocole sanitaire pour notre pays. Alors, le préfet, justement, il était en plateau à Canal, donc merci, et il est venu dire qu'il a consulté les maires, qu'il a consulté la région, qu'il a consulté différents organismes. Est-ce que ce sont des choses que vous n'avez pas eu comme information du coup pour faire remonter cette information-là, ou est-ce que votre avis n'a pas été pris en compte? Parce que nous, quand il est venu, il nous a dit qu'il a consulté tout le monde, mais qu'au final, il a pris la décision. Donc, est-ce que
avec une réelle consultation est-ce que s'il avait réellement pris en compte vos avis et que vous faites remonter ce genre d'informations, par exemple quand on voit qu'il y a une différence entre les heures de cours sur les élèves de semaine A qui viennent le lundi, le mercredi, le mardi, puisqu'après eux, ils ont déjà une rotation prévue dans leur planning, donc il y a une vraie inégalité au niveau du nombre d'heures de cours qu'ont les élèves en fonction de leur groupe. Est-ce que ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez, vous, avoir un poids politique? Vous pouvez dire au préfet, comme ça fonctionne pas. Est-ce qu'on peut changer le système pour le mettre comme ça? Est-ce que ça, c'est possible ou pas du tout? Je pense que vous avez sûrement dû remarquer que la décision finale appartient à l'État. Oui. La décision finale appartient à l'État et donc au préfet en Guadeloupe, puisque le préfet représente... Mais c'est par territoire. Mais vous m'avez posé une question. Allez-y, dites-moi tout. La décision finale appartient à l'État. Donc, les maires donnent, je dirais, le ressenti, les freins qui peuvent se poser. Vous avez remarqué aussi qu'il y a l'ARS dans la prise de décision. Oui. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a une dame qui est à côté, c'est-à-dire la rectrice. Exactement. Oui. Qui est là aussi. Et je crois que chaque parti va pouvoir défendre, je dirais, les intérêts des enfants, puisque le premier intérêt, c'est l'intérêt de l'enfant. OK, bien. Lui, le préfet, il prend sa décision en fonction du risque qui est encouru et de, je dirais, le potentiel, la capacité potentielle de contamination et aussi la capacité de l'hôpital de pouvoir recevoir les malades. Bien. Donc, même si un maire dit « je veux ou je ne veux pas », s'il a décidé de confiner, il confine. Okay? Oui. Donc c'est une consultation. Il va consulter les maires, il va consulter le président du conseil régional ou son représentant, la présidente du conseil départemental ou son représentant. Mais de toutes les façons, il y aura une discussion. Chacun nous allons amener nos arguments, mais la décision finale va revenir au préfet. Il y a des maires qui sont peut-être contre les décisions que prenne aujourd'hui le préfet. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne va pas assez loin, ou peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Oui. OK? Donc, on voit qu'il y aura, je dirais, une échelle de discussion pour pouvoir prendre les décisions. Bien. Mais nous, la décision que prend le préfet, elle s'impose à nous. Oui. Elle s'impose à nous. Après, il y a une chose qui est importante. Si les collectivités mettent en place les structures pour recevoir les enfants, mais je dirais l'organisation pédagogique de l'école reste aux recteurs et aux enseignants. Tout à fait. OK? Au chef d'établissement. Donc, l'histoire que les enfants seront par groupe, c'est plus la responsabilité des collectivités. C'est le recteur avec les enseignants qui devra organiser le fonctionnement normal de l'école. Les collectivités sont là pour mettre en place le matériel, l'infrastructure, les murs, les locaux, le nettoyage. Après, nous, enfin, à moins que quelque chose juste m'échappe. Non, c'est dit juste. Il a entièrement raison. C'est ça. Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je dirais, les recteurs, ils ont un rôle particulier dans le système au niveau de la France. Un exemple. Allez-y. Tous les autres, dans toutes les administrations, vous avez des directeurs des services, vous avez des directeurs départementaux des services. D'accord. La rectrice, elle est directrice des services départementaux. Ce qui veut dire qu'elle a une certaine autonomie vis-à-vis... pour ce qui est de l'école, pas pour ce qui est de la santé, même vis-à-vis du recteur, elle a une certaine... Et c'est vrai que la rectrice s'était penchée très tôt sur cette affaire-là, parce que lorsqu'on l'avait rencontrée au mois de septembre, elle avait toujours pensé que peut-être que les choses se seraient dégradées. Donc, mais malgré ça, nous disons qu'il aurait fallu peut-être travailler encore plus, je dirais, main dans la main avec les organisations syndicales, et décider de cette... Peut-être pas décider, mais discuter d'un certain nombre de choses en amont. Là, pour le moment, nous constatons qu'il y a un certain nombre de choses qui seront appliquées. Nous l'avons rencontré la semaine dernière, donc vendredi de la semaine dernière. C'est vrai que c'est une réunion qui n'avait absolument rien à voir avec cette pandémie. C'était la carte scolaire, un certain nombre de choses comme ça. Mais nous, à l'UNISA, on lui a dit qu'il aurait été souhaitable qu'on parle de cette pandémie. On en reparle. Effectivement, on n'a pas dit un seul mot.
Donc on a fait une réunion qui a duré 5 ans, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on la revoit lundi, et c'est vrai que là, effectivement, il faut qu'on en parle de façon sérieuse pour essayer Au moins pour les comprendre ce qui se plannings, passe. Voilà, pour les plannings des enfants. Voilà. D'autant plus que qu'est-ce qui se passe lorsque dans une classe, il y a un cas avéré? On a vu maintenant la classe doit fermer. Voilà, mais donc on a l'impression que les choses ne sont toujours pas claires. Oui. Parce que pour le moment, si c'est un cas de Covid anglais, Exact. mais le temps qu'on découvre que Si ce c'est un Covid-là, cas c'est de bien Covid, Covid oui. anglais, Voilà. On a exactement. d'accord? Alors que pour le moment en France, on ne regarde pas ce Covid anglais ou pas. Pour le moment en France, il y a une casse, il y a un cas. On considère, bon, j'ai l'impression qu'on considère que c'est un Covid anglais, donc la casse elle est fermée. Et là, nous, on est toujours entre les deux, etc. Et chaque fois, c'est vrai qu'on a des collègues qui rencontrent cette affaire-là, qui nous appellent, affolés, voilà, donc machin, j'ai ceci, cela. Donc on est obligé de prendre notre téléphone, de voir avec le médecin conseil du rectorat, etc., etc., etc. Donc peut-être qu'il faudrait mettre un autre protocole qui soit plus rapide, je dirais, surtout pour tranquilliser les collègues. Parce que les collègues sont très inquiets. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez la même perception que moi, mais j'ai l'impression que cette pandémie de maintenant, elle est beaucoup plus dangereuse que celle qui a eu lieu l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, on avait plus peur. Tout simplement parce que ça commence à nous... La charge émotionnelle était plus importante. Oui, voilà, c'est ça. On ne connaissait pas. Mais maintenant, lorsque moi-même je regarde, à travers les avis d'obsèques, à travers les personnes que je connais qui l'ont, je constate qu'il y en a beaucoup plus. La vitesse de propagation, elle est beaucoup plus importante que les 2 premières vagues. Malgré que les gens font des efforts. Malgré que les gens font des efforts. Et c'était très bien. Par rapport à la concertation, puisque nous sommes au premier plan de la concertation. Allez-y, vous reste 1 minute. Oui. Non, la concertation, elle se fait, mais ça reste une concertation, pour monsieur de le dire, et la décision reste entre les mains de monsieur le préfet, et vous faites bien de le dire, même à l'intérieur des corps de l'État, la rectrice reste quand même très autonome quant à l'organisation de l'éducation nationale, parce qu'elle est rattachée, elle, au ministre de l'éducation nationale, elle n'est pas rattachée au préfet. Oui. Après, c'est voir comment, si c'est possible de répartir les élèves, puisque de toute façon, le vrai problème pour cette histoire de classe, enfin d'élèves séparés, c'est qu'il n'y a pas assez de place aussi pour séparer réellement les élèves, même de les écoles primaires. Enfin, je ne suis pas enseignant, il n'y a pas assez de place, mais il n'y a pas aussi assez d'enseignants pour pouvoir mettre... Ça, je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Ça aussi, c'est un vrai problème. Ça, oui. Pour cette période-là, ça aussi, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Bon, merci pour cette première partie. On va lancer une courte page de publicité. On va recevoir d'autres intervenants. À tout à l'heure. Merci. Merci bien. Merci. Bonsoir, donc nous sommes de retour sur le plateau. On a un petit peu mis du produit, un petit peu du désinfectant partout pour recevoir notre deuxième plateau avec nos invités. Donc, monsieur Jean-Claude Nelson, toujours avec nous pour la région, monsieur Jocelyn Sapoti pour l'association des maires, et nous ont rejoint monsieur Gabriel Foy, qui est un artisan boulanger et qui va nous parler. En plus, on a commencé le suivi de la crise ensemble, donc c'est très important pour voir quel est votre point de vue aujourd'hui. Et monsieur Rico Debs, très important, les artistes événementiels, ça c'est un secteur d'activité qui est au point mort et qui fait vivre beaucoup d'autres corps de métier. Donc bonsoir à vous messieurs, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous avez... Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez un petit mot rapide déjà pour commencer avant qu'on attaque le sujet? Non, pas particulièrement, mais c'est sûr que beaucoup de secteurs d'activité, pour ne pas dire tous les secteurs en Guadeloupe, ont été impactés par cette crise. Et c'est vrai que le milieu artistique et du spectacle a été très, très impacté. D'accord. Alors, les entreprises ont eu des difficultés à maintenir leur activité. On avait déjà commencé avec les enseignants, les infirmières qui eux sont pénalisés dans ce qu'ils faisaient déjà. Par contre, au niveau de nos professionnels en Guadeloupe, il y a eu un mois de décembre, la présidente du département qui a fait un courrier, qui a fait une alerte en expliquant qu'il y avait de plus en plus de personnes qui demandaient le RSA, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui perdaient leur emploi ou qui n'arrivaient pas à maintenir du chiffre d'affaires.
Est-ce que vous avez un point de vue sur cette situation en tant que maire par rapport aux mairies? Comment ça se passe? Ah si, nous sommes au premier plan, nous sommes touchés par cela. C'est un public qu'on reçoit régulièrement. En tant que conseiller départemental aussi, nous sommes touchés par cela. Il y a eu une crise économique et je peux vous dire, je regardais les chiffres, la crise générée par la Covid-19 est supérieure à la crise sociale de 2009. Les conséquences sont supérieures à la crise sociale de 2009 et elle n'est pas terminée. Donc aujourd'hui, on n'a pas fini de payer les conséquences. Et c'est une crise qui touche tous les secteurs parce qu'en fait, les secteurs sont liés entre eux. Quand le secteur artistique ne fonctionne pas, eh bien, monsieur Foy qui est à côté de moi, il ne fonctionne pas non plus. Mais l'agriculteur ne fonctionne pas non plus. C'est du chiffre d'affaires en moins pour lui. Parce que qui dit activité artistique va dire quoi? Va dire des restaurateurs qui vont faire des spectacles, donc davantage de consommation, davantage de légumes, davantage de pâtisserie, davantage de boissons, etc. Donc l'artiste ne vit pas, le sonorisateur ne vit pas, l'agriculteur ne vit pas, le pâtissier ne vit pas, les loueurs de chapiteaux ne vivent pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on est là, on parle aussi de l'industrie culturelle. Quand on parle de l'industrie culturelle, les gens voient tout de suite de l'amusement. Mais non, mais derrière ça, ce sont des métiers. Exactement. Et il y a plein d'autres métiers qui en vivent derrière. Et aujourd'hui, je peux vous dire, tout ce monde est terriblement touchés. Nous qui sommes collectivité, nous sommes donneurs d'ordre. Et nous sommes, nous, organisateurs de spectacles. Nous passons par des professionnels, etc., pour organiser. Mais nous n'organisons plus rien. Nous qui détenons des salles, nous sommes plusieurs maires comme ça à détenir des salles qui tournent régulièrement. Moi, j'ai une salle à la matin qui tournait tous les week-ends. Avec mariage, communion, baptême. Non, pas ça. Salle de spectacle. Salle de spectacle. Ah, la salle de en plus, effectivement. Je parle de salle de spectacle. Cinéma, spectacle. Effectivement. Oui, aujourd'hui, bien, il n'y a plus de spectacle. Il y a plus d'artistes qui tournent dans cette salle-là. Où on pouvait compter tous les mois 3, 4, 5 concerts. Aujourd'hui, il n'y a plus rien depuis le Covid. Et ce sont bien, les gens qui s'occupent des lumières, qui s'occupent de la sonorisation. Moi, je travaille avec un sonorisateur. Son chiffre d'affaires, il est quasiment nul. Il ne sonorise pour moi aujourd'hui que les conseils municipaux. C'est quand même terrible. Alors vous, Monsieur Nelson, justement, qui êtes au service culture au niveau de la région, vous faisiez beaucoup d'événements. Comment ça se passe maintenant? Vous voyez vraiment la différence? Mais nous avons le même problème que vient d'évoquer Jocelyn. Et on a parlé du personnel, du personnel technique, mais il y a aussi surtout les artistes, les comédiens, les musiciens, les danseurs, etc. Bien. Et puis tout le décor, les gens qui font le décor, etc. Donc on voit bien que c'est une filière. Première chose, c'est une filière. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que vous avez aussi les gens qui organisaient les spectacles, qui eux aussi vivent de ça, qui ont un secrétariat, qui louent un local, qui supportent, je dirais, des coûts qui sont incompressibles. Et donc, on est vraiment, et c'est aujourd'hui que je pense que les gens vont encore plus se rendre compte qu'on est vraiment dans une filière. Et j'ai toujours dit, mais ça, c'est pas de moi, puisqu'on a les chiffres, que c'est la filière culturelle représente plus que la canne et la banane ici. Ah oui, c'est le premier la filière point. Culturelle. Donc, c'est pas simplement, comme l'a dit Jocelyn, de l'amusement. Et lorsqu'on a eu le confinement, l'une des activités qui a permis aux Guadeloupéens confinés de passer le confinement, de diminuer sa charge émotionnelle, ça a été le bien culturel. C'est le livre, c'est un CD, c'est un film, et voilà. Donc ça veut dire que c'est plus qu'une soupape de décompression en temps normal, encore plus dans le Covid. Et Jocelyn l'a évoqué tout à l'heure là, on parle de filière culturelle, mais aujourd'hui nous sommes dans une entreprise culturelle et créative, une industrie qui va générer un certain nombre je dirais, de moyens, mais qui va induire aussi un certain nombre d'activités sur le territoire.
On a parlé des restaurateurs, on a parlé des boulangers-pâtissiers, on a parlé des autres... On a oublié la marchande de bouquet. Bien sûr, Oui, la les marchande de camions. sorbet, la marchande Ouais. de bouquet, la marchande de pistache, qui nourrit ses enfants avec ça, qui envoie ses enfants à l'école avec ça, qui les envoie sur les bancs de l'université avec ça. Oui. Et je me rappelle bien une fois, dans un Fonsanti, il y avait une jeune qui sortait de métropole et j'organisais un spectacle. Elle disait que un festival au moule, et elle disait que ce festival n'a d'intérêt que pour quelques marchands de sorbet et de pistaches. Et je lui avais dit, madame, si vous connaissiez l'importance de ce que vous venez de dire là, vous ne l'aurez jamais dit. Parce que aujourd'hui, c'est toute une économie qui se développe autour de cela, mais et la pression, la tension dans la population qui diminue, qui permet de pouvoir, quand quelqu'un sort au spectacle, la personne, elle est Décompressé. décompressée. Et donc, nous comprenons très bien que cette difficulté aujourd'hui pour le monde de l'événementiel, qui aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas seulement que le spectacle, mais il y a aussi tous ceux qui organisent de la communication pour les grosses boîtes, qui organisent un certain nombre d'activités. La communication. Eh bien, voilà, de la communication. Tous ces gens-là ne peuvent plus travailler comme avant. Oui, les radios, par exemple. Et je dis aussi, même les chaînes de télévision. Oui, je viens de Même citer les les chaînes de radios. télévision qui travaillent dans des difficultés pas possibles. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce problème-là se posait déjà avant. Oui. Quel problème qui se pose? C'est la capacité pour permettre à nos artistes musiciens de faire de la diffusion de leurs produits artistiques et culturels. Leur CD, leur œuvre. Et là où le Covid a été, je dirais peut-être... Révélateur d'un pour problème. nous, oui, pas seulement révélateur, mais qui pourrait être un bénéfice pour nous, c'est qu'aujourd'hui nous voyons apparaître, je dirais, des plateformes de diffusion, nous voyons apparaître un certain nombre d'offres sur la diffusion en dehors des télévisions et des radios, mais qu'on pressentait déjà parce qu'il y avait un besoin de passer en outre les télévisions nationales ou régionales. Et il y avait un besoin parce qu'on ne se voyait plus trop sur je dirais, ces supports de diffusion. Et la Covid a mis ça, je dirais, plus en exergue. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir investir dans ces domaines-là avec des porteurs de projets. Nous aussi, nous accompagnons beaucoup de porteurs de projets parce que les communes, mais aussi les collectivités majeures, organisaient des manifestations. Mais les communes et les collectivités majeures portaient leur soutien aux porteurs de projets qui organisaient aussi des manifestations. Subventionnaient. Alors, ça, on va en parler, on va en parler tout à l'heure quand on va parler du coût. Pour l'instant, on va rester sur les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au niveau des artistes? Comment ça s'est passé concrètement pour eux? Donc il faut déjà comprendre une chose, c'est qu'avant les artistes vivaient principalement des royalties liées aux ventes de CD ou de vinyle à l'époque. Et puis avec les nouvelles technologies, bien sûr, ils ont pris un gros coup. Oui. Donc dans un deuxième temps, ils arrivaient à subvenir à leurs besoins à travers les prestations. Parce qu'il faut savoir que tous les supports numériques, on gagne vraiment très peu d'argent en tant que producteur. Donc maintenant, les artistes gagnent moins que le producteur. Ce qui est normal, vu qu'ils ne font pas d'investissement, mais il faut se mettre dans le contexte de l'artiste. Donc l'échappatoire de l'artiste, c'était de faire des prestations. Maintenant, aujourd'hui, depuis plus d'un an maintenant, ils ne peuvent pas faire de prestations. Sortir des produits en numérique, les coûts sont très élevés et les retours sur investissement ne suivent pas. D'accord. Donc maintenant, les artistes sont dans une position vraiment où ils sont, je dirais pas au désespoir, mais dans une situation très peu confortable. Donc maintenant, le producteur qui lui investit se dit, bon voilà, maintenant, les téléchargements, c'est très compliqué. Les gens ne se sont pas retournés vers le streaming ou le téléchargement pendant cette pandémie.
Donc, on gagne moins aussi. C'est pas parce que les gens restent chez eux qu'ils vont forcément télécharger ou streamer de la musique. Donc, les producteurs se disent, bon voilà, maintenant je vais investir à perte. Donc, on va réduire sur les projets. Donc, est-ce que vous avez été aidé aussi? Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est la réalité des artistes et des producteurs locaux. Après, au niveau des aides, il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu beaucoup de, entre guillemets, de beaux discours. Mais maintenant, dans la réalité des choses, moi, je n'ai pas eu de subvention. J'ai monté un dossier, j'ai essayé de faire les démarches. Et puis, au final de compte, on me dit que, vu ma situation, je ne suis pas éligible à aucune aide par rapport au Covid-19. Donc maintenant, je pense qu'il y a la grande majorité des producteurs en Guadeloupe ont dû se retrouver dans la même situation que moi. Donc on n'a pas d'accompagnement, c'est nous qui devons trouver des solutions, qui devons trouver un moyen de pouvoir exister toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... s'ils ne sont pas animés d'une passion, d'un amour de la musique et du travail qu'ils essayent de faire, on lâche l'affaire rapidement. Donc, c'est vraiment très, très compliqué pour les artistes, pour les producteurs et pour tout ce monde qui gravite autour de la musique. Effectivement. Est-ce que vous avez eu droit, pour les artistes, ou peut-être les plus connus, peut-être, soit aux 1 500 €, ou bien prêt PGE, ou bien quelque chose? Est-ce qu'il y a des artistes quand même qui ont réussi à s'en sortir, ou c'est vraiment au point mort pour tout le monde? Je pose la question parce que même Orlan, en Martinique, avait fait un audio par rapport à ça. Oui, mais maintenant, les aides aussi, même dans l'esprit, c'est bien. Mais on ne donne pas assez. Oui. Il y a certains qui ont pu avoir certaines aides au niveau des artistes. La SACEM a essayé de donner un coup de main aussi aux artistes pour pouvoir les aider pendant cette période difficile. Mais quand on regarde la durée de cette pandémie, c'est rien. C'est une goutte dans l'océan que les artistes ont eu. Et ils sont vraiment dans une situation très, très, très inconfortable. C'est exactement ça. Alors, et vous, justement, vous alliez parler de ça par rapport à la durée. Comment ça se passe déjà pour vous? En plus, vous représentez les boulangers. Vous avez travaillé avec... Vous étiez président de la Chambre des métiers. Comment ça se passe? Très, très compliqué. Bonsoir à tous et chacun. Très, très compliqué parce que c'est vrai que cette pandémie ne s'arrête pas. Et les entreprises doivent continuer à vivre. Pour mon cas personnel, c'est vrai que sur l'année 2020, les chiffres à l'appui, j'ai perdu 495 000 €. J'ai dû fermer une entreprise, j'avais 27 employés. Aujourd'hui, j'en ai 10 de moins. J'étais l'un des plus grands formateurs en Guadeloupe dans mon secteur d'activité, en employant 6 voire 7 apprentis. Aujourd'hui, j'en ai que 2. Vous voyez, là, la réalité du terrain. J'ai des magasins dans certains points sur le territoire de Guadeloupe, où on vit essentiellement, par exemple, à la Marina, avec du tourisme. On n'en a pas en ce moment. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que cette crise est venue, nous n'étions pas préparés, mais nous devons exister, nous devons continuer, nous devons être persévérants. Mais ce qui est grave, c'est que les dettes, les charges restent les mêmes. Quand vous faites un chiffre d'affaires sur une année, je prends un exemple de 700, 800, 900 000 €, et qu'aujourd'hui, vous perdez plus de 30-40%, mais vous devez aussi payer les charges. Continuer de payer, oui. On a du mal à s'en sortir. C'est vrai que l'État a mis en place l'aide de 1 500 €. C'est une goutte d'eau. Oui, on le sait. On a eu un PGE. Effectivement, j'ai fait un PGE qui représente à peu près 8% de mon chiffre d'affaires. Parce que je n'ai pas voulu aller jusqu'au 25%. Mais aujourd'hui, là, on a reçu les courriers, il faut les rembourser. Sachant que les banques en Guadeloupe, ça fait partie d'une question, elles ont été frileuses. Si on ne peut pas les rembourser, on a jusqu'à 5 ans. Mais comment voulez-vous faire un PGE? Un PGE, c'est quoi? C'est des chiffres d'affaires qu'on a perdus. On vous emprunte de l'argent de chiffre d'affaires que vous avez perdu, mais que vous deviez rembourser. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour cette raison, depuis le début, nous avons demandé à l'État ne serait-ce que de supprimer certaines charges. Je prends un exemple, les charges patronales. Oui. Quand on a une fiche de paye, effectivement, les charges salariales, c'est normal. Mais les charges patronales, l'IS sur les sociétés, l'État aurait pu faire un geste là-dessus. Ça aurait même coûté moins cher pour eux. Ça aurait coûté moins cher parce qu'aujourd'hui, nous avons une bonne partie
des salariés qui sont au chômage. Exactement. Qui c'est qui les paye? Surtout que C'est l'État avait mis en place aujourd'hui. le chômage partiel et du coup, ça n'a pas tenu puisque les entreprises Tout à ont fait. fermé. Donc je maintenant, pense c'est du qu'aujourd'hui, fromage tout court. On nous a fait beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de millions. Ah, y a Mais en pas toute honnêteté, je ne les vois pas. Et je le dis encore une fois, ce soir, nous sommes en 2021. La CCI, je l'ai entendu hier à la radio, il y a moins de 30% d'immatriculation. Je ne parle même pas de la Chambre des métiers, c'est encore la même chose, voire pire. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui ont déposé leur carte, mais qui restent toujours dans l'illégalité. Donc, le côté, les entreprises qui sont légalement, qui travaillent normalement, ça s'est stagné, mais les entreprises qui étaient dans l'illégalité ont rejoint ceux qui sont dans la légalité. Donc, aujourd'hui, on a un marché double et parallèle parce que tout le monde doit vivre. Ouais. Et c'est ça la réalité. Et j'ai bien peur que 2021 soit encore plus compliqué si nous n'avons pas, je dis souvent un nouveau modèle économique. Nous devons tous ensemble trouver des solutions pérennes et surtout, je dis encore, être patriotes. Vraiment, nous devons... Oui, consommer local. Voilà, surtout. consommons local, faisons Vive face les entreprises, de Guadeloupe pour surtout avoir des jours meilleurs, parce que ça m'a fait mal au cœur dernièrement de voir que les agriculteurs de Saint-François, et c'est quand même pas normal, excuse-moi, je passe une commande de tomates, que j'ai des tomates de Saint-Domingue, j'ai rien contre. Mais ça me fait mal de voir que 800 kilos de tomates à Saint-François que le maraîcher a dû balancer. Ça, c'est le sujet de la prochaine émission. D'ailleurs, c'est celle qu'on devait avoir ce mois-ci, puisqu'il y a soi-disant le PAD qui est arrivé. Donc, on va en parler le mois prochain. On parlera de l'alimentation. On ne peut pas d'un côté dire on met de l'argent pour développer l'alimentation territoriale, et d'un autre côté, on fait tout pour que les gens puissent consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Là, il y a un problème peut-être. Là, c'est vous, en tant que personnage politique, qui pouvez peut-être plus régler ça que moi. Alors, est-ce qu'au niveau des mairies, on sait que la région a mis des aides en place pour essayer d'aider au moins les entrepreneurs qui n'ont pas pu, qui n'étaient pas éligibles aux différents dispositifs mis en place par l'État. Est-ce que les mairies ont mis des choses en place pour la survie des entreprises? Parce que comme je disais tout à l'heure, vous avez aussi besoin que les gens payent leurs charges. Donc on a vu que les entreprises sont très fragiles, c'est difficile pour elles. Donc pour vous, si toutes les entreprises coulent, vous coulez aussi, on va dire quelque part. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte au niveau des mairies? Est-ce que vous allez travailler sur ça ou pas? Alors pour nous c'est différent dans la mesure où nous n'avons pas la compétence qui nous permet de donner une aide économique, de subvention. On ne peut pas faire ça, on ne sait pas faire ça, on n'a pas la compétence pour ça. Seulement, oui, on le fait en faisant travailler les entreprises, en actionnant la commande publique. Et là, c'est quand je suis arrivé à la présidence de l'association des maires, j'ai pris contact tout de suite, bien sûr, avec les artisans, avec l'UDMIDF, avec les petites et moyennes entreprises, etc., de façon à pouvoir relancer la commande publique. Parce qu'en fait, c'est ça. Et M. Foy le dit, il faut que du chiffre d'affaires arrive. Les subventions, c'est bien, oui, il en faut soutenir par les subventions, il en faut. Mais ce qui est surtout important, c'est que les carnets de commande soient remplis et que la commande publique, qui représente une part importante, effectivement, de la commande en Guadeloupe et de la production, puisse redémarrer. Et on a un problème sérieux, c'est le problème de la trésorerie, qui est en passe d'être réglé aujourd'hui, selon les dernières discussions que je viens d'avoir avec l'AFD, l'Association française de développement, et qui aujourd'hui est prêt à faire du préfinancement sur un certain nombre de projets, de grands projets menés par les collectivités et particulièrement par les communes. Parce qu'il faut effectivement un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, eh bien, on ne peut l'avoir que si des chantiers démarrent. Si les activités qu'on peut mener, eh bien, on arrive à les mener. Et des fois, on arrive à détourner un peu les trucs à travers un cocktail. On va faire venir, pour revenir à la situation de tous ceux qui sont dans le monde de l'événementiel, à travers un cocktail, parce qu'on fait un démarrage de chantier ou autre, donc on va faire venir un sonorisateur, parce qu'on a l'habitude de travailler avec lui. Donc on pense à lui, on sait qu'il a perdu des marchés, donc on essaie de le rattraper ainsi. On va faire venir un traiteur, on va faire des choses comme ça. Voilà. Et souvent, je suis un petit peu provocateur, mais je l'aime bien. Les gens disent, ouais, mais chaque fois, les communes, c'est
c'est Tifou, chez Tibidin, etc. Mais ouais, mais Tifou là, c'est café vivre. Tout à fait. Alors, C'est exactement ça. C'est exactement ça. est-ce qu'au niveau de tout ce qui est commande publique, Monsieur Sapoti, vous commencez déjà au niveau des communes? Donc je pose la question parce que vous êtes président de l'association, mais si chaque commune pouvait le faire, ce serait déjà bien, au moins pour faire travailler les agriculteurs, de vraiment, dans les cantines, ne prendre que des choses locales pour que les enfants puissent manger. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà en place? C'est quelque chose qui est en place, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a un certain nombre de règles et qui demandent effectivement qu'en amont, il y ait une organisation. D'ailleurs, il y a des chantiers qui sont en cours, des réflexions qui sont en cours, effectivement, de façon à préparer ces aliments. On a 10 ans de retard sur ça, on a réalité. beaucoup de retard. 10 ans, 20 ans même, mais il appartient aux filières de s'organiser aussi. Attention, il appartient aux filières de s'organiser aussi, de façon à pouvoir répondre à la commande publique. D'accord. Donc ça, c'est très important. Parce que la volonté des politiques est là, mais ensuite, il faut avoir une organisation qui répond, bien sûr, aux normes sanitaires qui sont réclamées, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a vu beaucoup de communes et beaucoup de collectivités s'organiser pour donner des espaces de vente aux producteurs. Et c'est de plus en plus. On a dû se battre pendant cette période-là de Covid pour les marchés. Pour organiser des marchés et pour organiser des drives. Oui. Faire des choses comme ça pour on en permettre... a beaucoup parlé ici. J'ai eu moult réunions, moi, je n'étais même pas encore président de l'association des maires, mais seulement en tant que maire, avec la DAF et avec les services de l'État pour pouvoir tenir effectivement un marché que j'organise à la Mantin et pour pouvoir organiser avec d'autres agriculteurs qui sont sur mon territoire des drives et des marchés comme ça, et beaucoup de communes l'ont fait. À Petit Canal, ça a été un grand succès et d'autres communes l'ont fait. On a connu toutes les difficultés qu'il y a eu à Bémaro sur le marché régional pour faire en sorte que ça redémarre, que ça continue à vivre. Oui, les collectivités étaient là pour défendre les professions et faire en sorte effectivement qu'ils puissent continuer leur activité. Alors, Monsieur Nelson, en 2 minutes, parce qu'il reste encore pas mal de questions, est-ce que vous avez une idée du coût de la crise, là, le coût public, donc l'argent qui n'est pas rentré, que ce soit dans les collectivités ou au niveau de la région, et du manque à gagner pour vous au niveau régional? Je n'ai pas le coût exact, mais je prends un exemple. Lorsque il y a un confinement total, les voitures vont rouler moins, donc la taxe sur l'essence ne sera inférieure. C'est un exemple déjà. Donc on a un certain nombre, je dirais, d'indicateurs qui nous disaient attention, il va avoir un problème. Et d'ailleurs, le président de la République à l'époque avait bien compris ça, qu'ils avaient promis de pouvoir garder les mêmes recettes pour les collectivités qu'avant la crise. Parce que forcément, les recettes vont diminuer. Et le problème qui se pose pour beaucoup d'entre nous, c'est que les communes, et on en a parlé tout à l'heure là, les collectivités font de la commande publique, et soutiennent l'activité, puisque nous sommes nous-mêmes demandeurs d'activité. Et quand la situation se passe, par exemple au niveau de la région, nous avons cherché à soutenir les agriculteurs, soutenir les pêcheurs. On en a parlé ici, voilà, faire en sorte qu'on ne laisse pas à l'abandon. On a cherché à soutenir le monde de l'événementiel, même si l'aide qu'on a donnée n'était pas, je dirais, n'a pas pu couvrir les besoins, mais c'est 1 million que tout de suite le président de région a mis en place pour pouvoir aider le monde de l'événementiel. Le monde de la restauration, c'est 900 000 € que nous avons mis en place. Et au niveau de l'agriculture, en plus de pouvoir acheter, on a à l'époque fait des paniers qu'on avait distribués, qu'on avait offert aux communes, au niveau des fleuristes aussi, tout ça pour les soutenir. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas, par exemple, dire on a moins de recettes et qu'il faut laisser choir l'activité économique. On doit être un soutien fort à l'activité économique. De manière à ce qu'elle ne puisse pas couler. Voilà, puisque la situation en Guadeloupe est très très difficile. Et M. Foy vient de le dire, il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui sont de grandes difficultés.
Mais c'est grâce aussi à l'action publique si on n'a pas eu, je dirais, un désert économique plus important. Effectivement. Oui, il y a des départements en... Mais toutes les collectivités ont joué le jeu. Toutes les collectivités ont mis la main à la poche, ont soutenu l'activité économique, qui fait qu'on a quand même, je dirais, on peut espérer une amorce tout de suite après la crise, parce que nous, élus, avons quand même en tête l'obligation de soutenir les activités, parce que nous savons que ce sont nos habitants, ce sont des gens qui vivent sur nos territoires et qui sont en souffrance parce que l'entreprise et l'événementiel est en souffrance, le restaurateur est en souffrance, le boulanger pâtissier est en souffrance, mais aussi les personnes qui sont chez elles sont en souffrance. Et l'activité qui manque pour la personne qui consomme, parce que le propre même de la culture, le propre même d'une activité intense, c'est d'aller au plus près des gens pour leur donner un service. Quand un commerçant ouvre une entreprise, son seul but, c'est pas simplement de vendre, mais c'est aussi de tisser une relation avec sa clientèle. C'est aussi de pouvoir mettre en place quelque chose qui est un lien qui est fort. Et je rappelle que dans la sociologie guadeloupéenne, parce qu'on l'oublie souvent, ceux qui faisaient le lien social dans le quartier, c'était le petit lolo. Oui, le petit lolo. C'était l'activité économique. Et donc, ça montre que l'activité économique, eh bien, a un fort accent de lien social. De lien social, ça, je suis d'accord. Il y a une chose qui est importante, c'est que cette crise, en fait, on vit essentiellement du tourisme en Guadeloupe. Ça, il va falloir vraiment qu'on arrive à changer ça. Il faut qu'on répartisse nos Aujourd'hui, points la forts. Guadeloupe vit, je dirais, à 80-90% du tourisme. En plus, c'est du tourisme de masse. On a vu... Donc, avec là où on avait 14 avions, vous vous rendez pas compte qu'on avait en moyenne 14 avions parfois par jour. Oui. Aujourd'hui, on a peut-être à la limite 7 par semaine. Oui. On a une perte de chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. Oui, sur le tourisme. Sur le tourisme. C'est 1 million de visiteurs. Donc, ce qui veut dire que ces 5 milliards d'euros n'existent plus. Donc, on ne peut pas demander aux collectivités, régions, départements, communes de mettre les 5 milliards d'euros. Non, mais ça, nous sommes... Ça, c'est donc, sûr. il y a un moment aujourd'hui, on est obligé de faire face. Et c'est pour ça que j'attire l'attention de l'État. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous devons trouver des solutions pour redémarrer cette économie et vivre correctement et dignement de notre travail. On ne demande pas tant pis souffler, on veut travailler, on veut vivre décemment et sérieusement. Et c'est pour ça que les artisans de Guadeloupe aujourd'hui ils tirent la sonnette d'alarme, parce qu'on a parlé de la culture tout à l'heure, on a une richesse énorme. Développons aujourd'hui notre modèle économique guadeloupéen afin que demain nous soyons encore plus forts et qu'on ne vit pas cette situation aujourd'hui. Et je pense qu'on doit repenser différemment. Et il y a une prise de conscience. Non, vous avez plus de droit de parole. Non, monsieur Nelson, c'est la droite ligne de ce qu'il dit. En fait, il y a bien sûr les collectivités qui doivent jouer le jeu. 30 secondes. Non, oui, mais il y a les collectivités qui doivent jouer le jeu, mais il faut que le peuple guadeloupéen puisse jouer le jeu. Faire en sorte que ce peuple-là dise, on va consommer local, on va, même si ça coûte un peu plus cher, on va faire un effort. Il a dit, mais il faut le souligner. Il faut le souligner. Consommation locale. Il faut le souligner. Alors, justement, j'avais une question à vous poser. Arrêtez-moi si je me trompe. Il me semble que pendant la réunion qu'il y a eu le mercredi où c'était bloqué pour l'événementiel, le président de région avait dit qu'il allait débloquer un budget supplémentaire. Oui, mais le président de région a dit qu'il allait débloquer un budget supplémentaire, mais il a dit que nous allons mettre en place des réunions pour bien pouvoir mesurer les besoins du monde de l'événementiel. Parce que... Est-ce que... Non, c'est moi qui... Oui, mais vous m'avez posé la question. Oui, non, mais vous m'avez répondu. Est-ce que, et là vous allez pouvoir développer, est-ce que vous allez prendre en compte les artistes, par exemple, quand vous allez faire votre réunion, est-ce que vous allez prendre en compte aussi les artistes, en plus des gens qui sont organisateurs d'événements? Non. Alors, il y a deux choses. Il y a les artistes qui ont un syndicat qui nous ont rencontrés et qui ont présenté leur doléance. Bien. Très bien. Donc, c'est une filière et il y a des professions et les professions sont organisées en syndicats. Et d'ailleurs, ce n'était pas organisé avant la Covid. Voilà, bien. Donc, le président a dit que
bien sûr, il compte mettre de l'argent, mais il avait dit aussi que nous devons nous rencontrer pour mettre en place un certain nombre, je dirais, que nous puissions nous faire un audit de ce qui ne va pas, quel est le besoin réel, quelle est la problématique qui se pose aujourd'hui pour le monde de l'événementiel et les artistes, et c'est à partir de cela que nous allons pouvoir savoir quel type d'aide, parce qu'une fois passée l'urgence, il faudrait maintenant que nous puissions rentrer dans la réflexion et faire en sorte que nous puissions mieux maîtriser les choses. Je prends un exemple. Nous avons rencontré le monde de l'événementiel qui nous parlait de leur investissement. Donc il y avait des gens qui venaient d'investir sur du matériel et qui ne peuvent plus utiliser le matériel, et de savoir comment nous pourrions l'aider sur l'aide à l'amortissement, pas amortir le matériel, mais pour les aider sur le coût de ce matériel-là. Voilà un besoin qui est apparu, que nous, en tant qu'élus, on ne peut pas décider comme ça, que ça se fera comme ça. Et c'est grâce aux échanges, grâce aux réunions que nous avons eues, que les professionnels nous font remonter et leurs besoins, mais aussi leur vision de leur métier, parce que c'est à eux aussi de nous dire comment ils puissent voir l'avenir de leur métier. Merci pour cette question, enfin pour cette réponse. Alors, Monsieur Sapoti, pour la relance, est-ce que les mairies ont commencé à mettre des choses en place? Je vous pose une question. On a vu que la mairie du Gosier a fait une opération, je crois que c'est assez historique, quand même, un salaire judicieux avec le Crédit Agricole pour les PPI, il me semble. C'est bien ça? Je ne connais pas ce projet, mais bon. Bon, d'accord. En fait, ils ont fait des prêts et le Crédit Agricole a avancé l'argent en fonds propres. Donc ça, c'est une chose, c'est une bonne chose. Ça a l'air de bien partir pour la relance, pour développer l'emploi. Est-ce que ça, ce genre d'opération, ça peut être mis en place, ou vous pouvez en discuter entre maires pour mettre ce genre de choses en place pour pouvoir relancer l'activité et refaire des constructions? Ce que font les mairies, ce que je connais, je ne sais pas si c'est ce que la mairie de Gosier a fait, ce sont des prêts pour des consommateurs qui ont de faibles moyens, où nous arrivons en caution et effectivement, beaucoup de mairies le font. La mairie du Gosier aussi le fait, la mairie de Lamartine le fait. Beaucoup de communes, presque toutes les communes de la Guadeloupe le font. Ce sont des prêts, effectivement. Nous avons le Crédit Agricole qui le fait et la Poste aussi qui le fait, où effectivement la commune arrive en caution pour des prêts à consommation pour des personnes effectivement qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne peuvent pas derrière donner des cautions, des garanties pour pouvoir aller sur le marché de l'emploi pour des petits prêts. Donc, quelqu'un qui veut s'acheter, par exemple, un réfrigérateur, qui veut s'acheter une gazinière, qui veut s'acheter un lit, qui veut meubler une chambre, etc., et qui a besoin d'un petit prêt, effectivement, nous arrivons en caution. Mais tout ça, c'est important, parce que ça aussi, ça fait fonctionner l'économie. Oui, ça, on le met en place et on continuera à le mettre en place, et bien sûr, on invite toutes les communes à le faire. D'accord. Pour la relance, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore être patriote, je le dis, mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est, et nous l'avons lancé quand j'étais président, le chèque artisan pays. Oui, ça c'est génial. Et je peux vous dire que ça permet aussi aux artisans des communes de faire circuler l'argent en fait dans la commune. Comme ça, les CECAS des communes récupèrent en fait ce chèque, donnent aux plus défavorisés pour leur permettre d'acheter du pain, de la viande. Et c'est une économie circulaire. Donc, l'argent reste surtout sur le territoire et dans la commune. Nous devons, comme je le dis encore une fois, repasser notre modèle économique. Nous avons tout pour réussir ici. C'est vrai. Et effectivement, encore une fois, retirons les clivages, mettons-nous ensemble pour construire ce pays de Guadeloupe. C'est ce que je le dis. Peu importe les bords politiques ou pas, regarde, aujourd'hui nous sommes tous dans le même bateau. Bien sûr. Ah, mais de toute façon, toute l'année, je continuerai de faire venir tout le monde. Monsieur Nelson, je le connais bien, on travaille, Rico, c'est pareil, Jossa, c'est pareil. Mais nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous une famille. Et notre belle Guadeloupe ne demande que ça, de travailler pérennement et sereinement ensemble. Alors, pour la relance de l'industrie musicale en Guadeloupe, parce qu'on ne peut pas se permettre quand même, avant on était numéro 1, on ne peut pas se permettre maintenant de tout perdre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Malheureusement, je n'ai aucune perspective positive. Pour le moment? Pour le moment et pour quelques temps encore, je pense.
Parce que malheureusement, nous sommes une industrie qui brasse des gens. Un concert, on ne peut pas mettre des gens assis, on ne peut pas les empêcher de danser, on ne peut pas c'est compliqué. les empêcher de communiquer, de communier dans cet événement. Donc, nous, on est vraiment directement atteints par, on va dire, les gestes barrières. Oui, c'est ça. Donc, malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir dire, je pense que ça va s'améliorer. Il faudrait que les politiques font ci, font ça, qu'il y a des solutions, mais qu'on ne les fait pas. Beaucoup d'analyses, mais très peu d'actions. Non, moi, je suis honnête et je suis honnête avec vous. Malheureusement pour les artistes, les producteurs, même les organisateurs de spectacles, les propriétaires de salles, de discothèques et tout. Et tout le monde qui travaille dans ce milieu, il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas leur faire espérer que dans très peu de temps ça va changer, on aura la solution. Là, on a même des variants. Voilà. Nous sommes en première ligne. Même pour nous, qui sommes, il a dit propriétaires de salles. Moi, j'ai une salle, je perds 300 000 euros par an. Bien sûr. Oui, bah oui. Bien sûr. Commune de la Montagne, je perds 300 000 euros par an. C'est pas parce que vous êtes un maire ou que vous gérez une mairie que vous n'avez pas des pertes liées à la musique dans votre commune. Donc moi, je ne suis pas là pour accabler X ou Y. Moi, je fais le constat et j'essaie surtout de trouver des solutions. Mais quand je réfléchis, je vois la situation, je pense que pour nous, c'est vraiment mal embarqué. C'est ça. Et c'est triste, c'est malheureux, et je ne sais pas comment on va faire, mais j'ai l'impression que nous sommes en première ligne. Et malheureusement, quand on est en première ligne, c'est nous qui avons les plus lourdes pertes. Oui, les plus lourdes pertes. Par rapport à ce que M. Debs est en train de dire, pour le pacte visibilité des Outre-mer qu'ils sont en train de mettre en place, on a déjà vu qu'il n'est déjà pas respecté. France 2 a déjà eu un rappel à l'ordre justement par le CSA il y a quelques mois. Est-ce que au niveau de la région, au niveau des régions, vous pouvez intervenir pour que nos artistes antillais puissent passer lorsqu'ils font des choses? J'ai vu, ils ont lancé par exemple une nouvelle chaîne musicale pour les artistes. Est-ce que au niveau des régions, vous pouvez peser politiquement pour ça ou pas? Mais on peut toujours chercher à peser, à intervenir. Je vais vous poser un problème. Combien d'artistes qui passent sur Guadeloupe la première? Nous sommes d'accord sur ce point. Je crois que c'est chez nous, à Canal 10, qui passe le plus que les artistes passent le plus. Vous parlez au niveau du régional ou du national, je parle d'ici. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que... Mais c'est pas de leur faute parfois, parce qu'ils ont un cahier des charges tellement lourd. C'est nous qui... Je prends un exemple. Monsieur Debs va me contredire si je dis une bêtise. Les artistes, quand par exemple ils font un clip parce qu'ils ont besoin d'être reconnus, d'avoir de la visibilité, mais ces clips-là ne passent pas là. Et on sait très bien que très souvent... C'est chez nous qui passe. Oui, et on sait très bien aussi, le problème qui se passe, c'est qu'il a parlé du revenu de l'artiste. Mais c'est notamment comme la première qui peut payer les SACEM pour permettre à l'artiste de pouvoir demain toucher un argent et tout ça. Mais si on ne vous passe même pas votre clip, mais à quel moment? Donc vous ne voulez pas investir sur le clip parce que ça vous coûte de l'argent, et deux, vous n'avez pas de retour. Et puis il a évoqué quelque chose. Il a parlé, mais on a aussi, pas seulement le problème d'être assis, c'est le problème du bordereau de production et face à la recette. Si vous devez diviser votre public par 4 pour respecter les gestes barrières, mettre une personne, un mètre, c'est pas rentable. La salle a un coût, exactement. Je prends un exemple. Même un Légos qui est une activité culturelle, je dirais, gratuite, n'est pas rentable aujourd'hui avec la jauge. Parce que celui qui organise le Légos espère pouvoir vendre des coquilles, du jus, etc. comme ça, pour pouvoir couvrir ses frais. Donc, vous voyez bien que nous sommes vraiment dans une situation très difficile. Très difficile. Et là où le problème est important, c'est que les artistes ne comprennent pas, certaines personnes ne comprennent pas, nous-mêmes ne comprenons pas, parce que parfois on vous interdit de faire des choses et à côté on permet à des gens de faire des choses dans les mêmes conditions où l'artiste aurait pu éventuellement, je prends par exemple une pièce de théâtre, vous n'avez pas besoin de sauter dans la salle, on aurait pu dans ton théâtre. C'est pas interdit, la pièce de théâtre n'est pas interdite, mais par contre le concert est interdit. Voilà. C'est ça. Donc on voit bien qu'il y a une économie qui est difficile à mettre en place. Ouais.
et qui ne permet pas, Qui pénalise certains. Et qui pénalise les gens parce que le producteur, s'il ne gagne pas de l'argent, il n'a aucun intérêt à pouvoir produire. Oui. Sauf que la pièce de théâtre, elle ne peut plus être rentable. Non, Elle n'est pas interdite aujourd'hui, mais avec la jauge. Oui, voilà, dans certaines salles, elle n'est pas Voilà, interdite. ma salle qui prend 300 personnes, On va vous demander. mais c'est 150. Oui. Et puis là, ça, c'est plus rentable pour le producteur, et voilà. D'accord, bah, Mais merci c'est messieurs. pour ça qu'il y a une frustration chez les professionnels aujourd'hui qui ne comprennent pas le fonctionnement. Oui, non, mais Voilà. c'est vrai qu'eux-mêmes ils disent qu'il y a des injustices dans certaines Il y fonctions a de trop ce que de les gens peuvent disparités, il y a faire. trop de Exactement, choses les qui matchs sont de pas- foot par qui sont exemple. incohérents et- Oui, c'est pas voilà. Bon, en tout cas, merci messieurs d'avoir participé à ce débat pour essayer un petit peu de voir ce qu'on peut mettre en place et comment on peut éclaircir un petit peu la situation. On vous fera revenir, Monsieur Nelson, je dois déjà vous faire revenir pour faire le suivi du carnaval, voir si vous avez pu avancer sur le dossier et sur les événements et prochains événements que vous allez mettre en place. On vous fera revenir en fonction. Bon, Monsieur Foy, vous ne savez pas, mais vous êtes déjà invité pour le mois prochain. Merci à vous, Pas de nous avoir souci. invités. Voilà, donc comme je disais, le mois prochain, nous avons une émission où on va parler d'agroalimentaire avec Monsieur Eddy Babel qui va nous parler des farines. Donc c'est pour ça que je vais vous faire revenir, parce qu'on a un énorme problème avec les boulangers. Hein, vous vous expliquez par rapport à la douane, ça coûte encore une fortune pour faire venir les matières premières. 25% Alors qu'ici, d'octroi de mer. voilà, alors qu'ici, on développe de plus en plus les farines locales. Donc, voir tout ce qu'on peut faire avec nos farines déjà en matière première. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et avec Madame Attali, qui est une jeune femme agricultrice qui s'est lancée dans le bio il y a quelques années et qui a le label du Parc national de Guadeloupe, donc Esprit Parc. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour notre émission classique avec de nouveaux intervenants où vous allez découvrir des choses et on va parler de toutes les façons. On va commencer, puisqu'on avait déjà commencé en début de mois à parler de l'alimentaire. Hein, donc, on a été ralenti aujourd'hui dans notre lancée. Mais on a rendez-vous lundi à 16h avec nos professionnels habituels et rendez-vous le mois prochain pour parler d'agroalimentaire. Bonne soirée à tous. Merci, messieurs, d'être venus sur notre Merci. plateau. Merci, au revoir. Merci. Merci. On parlait justement des œufs.